À côté des neurones, l'autre catégorie cellulaire qui constitue le tissu nerveux, ce sont les cellules gliales ou cellules névrogliques. Ces cellules gliales sont nombreuses, elles sont plus nombreuses que les neurones. On peut considérer qu'il y a à peu près 10 cellules gliales pour un neurone. Mais elles sont plus petites et donc elles occupent, malgré leur nombre, qu'environ la moitié du volume total du tissu nerveux. Les colorations habituelles ne permettent pas vraiment d'étudier la morphologie des cellules gliales car elles ne visualisent ces colorations que le noyau. Le cytoplasme, les prolongements sont mal visualisés par les colorations traditionnelles et il faut en fait utiliser des colorations à l'argent. Alors ces cellules gliales ou cellules névrogliques constituent la névroglie et on distingue plusieurs types de névroglie. Une névroglie dite centrale qui est parfois subdivisée en névroglie interstitielle faite d'astrocytes, d'oligodendrocytes et de microgliocytes, et puis une névroglie épithéliale, faite des épendymocytes. Et puis on distingue une névroglie périphérique, faite de cellules de Schwann, dans les nerfs périphériques, de cellules satellites qui entourent les péricardions des cellules nerveuses dans les ganglions. On a déjà dit que les cellules précurseurs des cellules gliales sont les spongioblastes pour les astrocytes et les oligodendrocytes, les épendymoblastes pour les épendymocytes, les lemnoblastes pour les cellules de Schwann, mais on n'a pas parlé jusqu'à présent des microgliocytes, et ceux-là ont une origine embryologique tout à fait différente, puisqu'ils proviennent des cellules souches hématopoïétiques. Les astrocytes. Les astrocytes, ce sont les cellules les plus volumineuses de la névroglie. Elles sont en forme d'étoile, et on distingue deux types. On distingue les astrocytes protoplasmiques, qui sont essentiellement situés dans la substance grise du système nerveux central, qui possèdent des prolongements rubanés, ondulants, assez épais, courts, trapus, qui ont tous à peu près la même longueur, et qui se répartissent tout autour de la cellule, un peu comme un soleil. Ces prolongements vont se ramifier, vont avoir des épaississements irréguliers, parfois des diverticules. Donc, astrocytes protoplasmiques. Et puis, le deuxième type, c'est l'astrocyte fibreux. Celui-ci, il est situé essentiellement dans la substance blanche du système nerveux central. Il possède des prolongements longs, effilés, lisses, qui se ramifient que rarement. On les a appelés les cellules araignées. Donc sur le plan des caractéristiques générales, c'est une forme étoilée, on l'a dit, avec un noyau central sphérique à chromatine claire, un cytoplasme qui contient les organites habituels, des inclusions de glycogène, mais un cytosquelette particulier, où l'on trouve bien sûr des filaments de vimentine, des microtubules, mais aussi des gliofilaments spécifiques, donc filaments intermédiaires, riches en une protéine qu'on appelle la protéine gliofibrillaire acide ou GFAP. Alors, ces cellules, ces astrocytes, nouent des relations tout à fait particulières, soit des relations intercellulaires avec des astrocytes, avec d'autres astrocytes. Effectivement, les astrocytes entrent en contact les uns avec les autres par l'intermédiaire de leur prolongement, avec des systèmes de jonction qui existent de type desmosome pour des jonctions d'adhérence ou de type gap pour des jonctions communicantes. Et donc l'ensemble de ces astrocytes qui sont en contact les uns avec les autres constitue un réseau tridimensionnel composé donc des corps cellulaires et de leurs prolongements. Mais il existe aussi des relations entre astrocytes et neurones. En fait, l'astrocyte entoure tous les corps cellulaires, tous les prolongements, sauf au niveau de l'élément présynaptique de la synapse. En fait, au niveau de la synapse, les astrocytes recouvrent latéralement les fentes synaptiques et ils assurent ainsi la sélectivité de la transmission nerveuse en interdisant la diffusion des neurotransmetteurs en dehors de l'endroit de la fente synaptique où ils ont été excrétés.
Il existe aussi des relations entre astrocytes et capillaires, puisque le prolongement des astrocytes, les prolongements des astrocytes vont entrer en rapport avec la paroi des capillaires grâce à une dilatation. Certains de ces astrocytes ont au niveau de leur prolongement une dilatation qu'on appelle le pied vasculaire, et en fait ces pieds engainent complètement le capillaire et donc l'isolent des neurones. C'est-à-dire qu'entre le neurone et le sang existe ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui est faite de la cellule endothéliale, c'est un endothélium de type continu, avec des cellules endothéliales riches en mitochondries, mais où il n'y a que peu de vésicules de pinocytose. Donc cette barrière, cellule endothéliale, lame basale et prolongement astrocytaire, donc tout ça va séparer en quelque sorte le sang du neurone. Et puis, il y a également des relations avec les méninges. Les méninges, vous savez, ce sont des structures qui entourent le tissu nerveux, le système nerveux central, des structures conjonctives, et les prolongements des astrocytes vont former une sorte de couche continue sous la méninge la plus interne, qu'on appelle la pie mère, et cela va contribuer également à isoler les neurones de ce tissu conjonctif, de la pie mère, et du liquide qui circule à l'intérieur de ces méninges qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien. Donc là encore, une barrière entre le liquide céphalo-rachidien et les neurones, barrière établie donc par le tissu conjonctif de la pie mère, mais surtout par les astrocytes. Ces astrocytes ont donc comme rôle, d'une part, un rôle de charpente, d'empaquetage, puisqu'ils occupent finalement tous les espaces situés entre les neurones et les vaisseaux, entre les méninges et les neurones, et ils vont assurer la cohésion, la protection des neurones. Ils servent donc d'isolants, puisqu'ils séparent les neurones entre eux, ils séparent des capillaires, des méninges, ils isolent les synapses. Mais ces astrocytes sont capables de réparation, ils sont capables d'hyperplasie, donc d'augmenter leur nombre, et d'hypertrophie, d'augmenter leur taille. Mais bien évidemment, ils sont incapables de remplacer fonctionnellement les neurones, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une dégénérescence neuronale, on va aboutir à une cicatrice gliale non fonctionnelle, puisque, bien évidemment, les astrocytes qui vont s'hyperplasier, s'hypertrophier et remplacer les neurones, eux, ces astrocytes ne génèrent pas de potentiel d'action, donc le remplacement des neurones par des astrocytes est évidemment non fonctionnel. Et puis il y a un rôle métabolique, il y a un rôle de fourniture de diverses substances, comme le cholestérol, comme des ions aux neurones. Donc les astrocytes sont en quelque sorte responsables de l'équilibre électrodynamique des neurones, et puis vont aussi sécréter des facteurs de croissance, des neuropeptides, des protéines d'adhérence, etc. Voici une schématisation des deux types d'astrocytes dont on a parlé, donc les figures qui sont en haut. À gauche, l'astrocyte protoplasmique, avec ses prolongements rubanés en soleil, et sa dilatation qui correspond au pied vasculaire. Alors il faut imaginer que le vaisseau, qui est représenté en rouge, est complètement entouré, complètement cerné par ses pieds vasculaires, qu'il n'y a pas du tout d'espace vasculaire qui est libre et qui pourrait être en contact avec un neurone. À côté, un astrocyte fibreux, la cellule araignée, avec donc des prolongements beaucoup plus fins, mais également, ici aussi, des dilatations terminales au niveau des vaisseaux, donc des pieds vasculaires, qui vont s'associer avec d'autres pieds vasculaires provenant d'autres astrocytes pour engainer de façon totale le vaisseau. Les relations entre astrocytes et d'autres structures, ici donc on voit un neurone en bleu, et puis tout un ensemble d'astrocytes qui forment donc l'intervalle entre le capillaire, ici, dont on voit la cellule endothéliale, et le neurone, donc des astrocytes qui vont engainer ce capillaire avec leurs pieds vasculaires et qui isolent le neurone du sang. Une autre image montrant donc le neurone avec son axone qui est entouré par une gaine de myéline ici,
et puis les astrocytes, ici il n'y en a qu'un seul de représenté, mais il faut en imaginer beaucoup d'autres, les astrocytes, donc, qui vont s'associer pour former une sorte de couche continue tout autour du neurone pour remplir tous les espaces qui sont compris entre les extrémités, les dendrites, les axones et les corps cellulaires des neurones, et qui, là encore, c'est pas mentionné sur la figure, mais sépare le neurone du capillaire sanguin. Image d'un astrocyte protoplasmique à droite et d'un vaisseau, et on voit le pied vasculaire qui va atteindre le vaisseau et qui, en s'associant à d'autres, va l'engainer. Autre image, cette fois-ci, qui correspond au ménage. Donc, on voit dans la partie supérieure de la figure le périoste, correspondant à la boîte crânienne, et par exemple, les ménages avec les 3 couches traditionnellement décrites, la dure mère, l'arachnoïde et la pimère. Donc ici, ce qu'il faut bien voir, c'est la pimère, donc la couche inférieure, celle qui est à proximité du tissu nerveux, qui est une couche très vasculaire, mais où les vaisseaux et le liquide céphalorachidien qui est contenu essentiellement au niveau de l'arachnoïde, tout cela est isolé par rapport aux neurones par les astrocytes qui forment une sorte de couche dite limitante névroglique qui va permettre l'isolement des neurones par rapport aux LCR et aux vaisseaux qui sont contenus dans les ménages. On voit ici également que lors de la sortie des ménages, il y a bien sûr des vaisseaux, des branches vasculaires qui vont aller en profondeur dans le tissu nerveux et qui ensuite se résolvent en capillaire. Eh bien, ces branches sont entourées par une gaine, dite gaine de Virchow-Robin, et vous voyez que les pieds des astrocytes continuent à former une couche qui isole toujours le sang des neurones. Dernière image, correspondant toujours au ménage et au tissu nerveux sous-jacent, où on voit donc les différentes couches, ici surtout la pimère, avec des vaisseaux, des branches vasculaires qui vont en profondeur dans le tissu nerveux, et vous voyez tous les astrocytes qui s'associent pour former cette gaine, cette barrière. En dehors, à côté des astrocytes, existent dans le système nerveux central d'autres cellules gliales, les oligodendrocytes. On dit que leur nombre est proportionnel à la complexité du système nerveux. En fait, ce sont des cellules un peu plus petites que les astrocytes, qui possèdent des prolongements peu nombreux, peu ramifiés. Elles ont un petit noyau arrondi assez dense, nucléolé, et un cytoplasme qui contient les organites habituels, mais peu de microfilaments et pas de GFAP, de protéines gliofibrillaires acides. Il y a 2 types d'oligodendrocytes. Les oligodendrocytes satellites, qu'on voit dans la substance grise, associés au péricaryon des neurones, et puis les oligodendrocytes dits interfasciculaires, qui se trouvent dans la substance blanche, en rangée, le long des fibres nerveuses myélinisées. Quel est le rôle des oligodendrocytes? Il y a un rôle métabolique aussi, comme les astrocytes, rôle de nutrition des neurones, de maintien de leur excitabilité en réglant le transfert actif des ions sodium et potassium, mais c'est surtout un rôle de formation de la gaine de myéline dans le système nerveux central. En fait, c'est un rôle un peu équivalent, voisin, de celui de la cellule de Schwann pour le système nerveux périphérique, mais ici, il s'agit de la myélinisation des neurones, du moins des axones, du système nerveux central dans la substance blanche. Et donc la myélinisation est réalisée par les prolongements des oligodendrocytes qui s'accolent à l'axone et qui s'enroulent en spirale autour. Donc l'effet est le même, la gaine de myéline est voisine dans sa constitution, on a vu les différences biochimiques précédemment, mais
par rapport à la myélinisation d'une fibre périphérique par la cellule de Schwann, ici, il faut constater qu'un oligodendrocyte peut myéliniser plusieurs axones, puisque un oligodendrocyte a plusieurs prolongements, chacun de ces prolongements pouvant s'enrouler autour d'un axone différent. Ça, c'est évidemment une très grosse différence par rapport à la myélinisation des fibres périphériques par le lemnoblaste ou la cellule de Schwann. Les microgliocytes, ce sont des petites cellules sombres qui sont éparpillées dans l'ensemble du système nerveux. Elles ont un noyau clair, elles sont entourées d'une couronne cytoplasmique. Elles ont parfois des prolongements fins et ramifiés. Cytoplasme pauvre en organites, riche en lysosomes par contre. On les trouve dans la substance blanche et également dans la substance grise. Et donc ce sont des cellules en fait dont on a connu que assez récemment l'origine et la fonction. En fait, c'est une origine mésenchymateuse. Ce sont des cellules qui proviennent de la différenciation de la cellule souche hématopoïétique. Ce sont des cellules qui appartiennent au système des phagocytes mononucléés. Ce sont en fait des descendants des monocytes macrophages. Ce sont des macrophages un peu spécifiques dans le tissu nerveux. Et comme les macrophages, ce sont des cellules qui sont douées des capacités de phagocytose et des sécrétions. Donc ce sont des cellules qui vont assurer l'élimination de débris neuronaux par phagocytose et digestion ensuite. Et ce sont également des cellules à activité de sécrétion, puisque ces cellules sont capables d'élaborer différents types de cytokines, différentes protéases, mais aussi des gaz, l'oxyde nitrique, NO, ou des ions superoxydes, etc. Dernière catégorie des cellules gliales du système nerveux central, ce sont les épendymocytes ou cellules épendymères. Ce sont des cellules qui dérivent de la couche la plus interne du tube neural. Donc c'était à ce moment-là des épendymoblastes qui vont se différencier en épendymocytes, et ces cellules vont tapisser les différentes cavités du système nerveux central, par exemple les ventricules cérébraux et le canal médulaire, sous la forme d'un pseudo-épithélium. Alors il y a plusieurs types d'épendymocytes. Il y a celui qu'on appelle l'épendymocyte habituel, c'est une cellule cylindrique de 15 micromètres environ, avec un pôle apical qui est libre dans le liquide céphalorachidien. Effectivement, dans les cavités du système nerveux central, il y a du liquide qu'on appelle le LCR, le liquide céphalorachidien. Ce pôle apical porte des cils vibratiles qui battent dans le LCR et qui facilitent sa circulation. Les cellules sont reliées les unes aux autres par des sortes de systèmes de jonction qui laissent passer les molécules de petite taille. Le cytoplasme contient les organites habituels, de la GFAP, et au pôle basal, il y a des structures cytoplasmiques, des prolongements qui vont s'enchevêtrer avec les prolongements cytoplasmiques des astrocytes, donc contribuent à former cette barrière. La deuxième catégorie des épendymocytes s'appelle les tannicytes. Alors ceux-là, ils ont des prolongements plus importants qui partent du pôle basal, qui s'insinuent entre les cellules sous-épendymères, donc entre les astrocytes, qui vont en contact avec les neurones, parfois même avec des neurones neurosécréteurs au niveau de l'hypothalamus par exemple. Ils rentrent en contact aussi avec des vaisseaux sanguins. Et puis la dernière catégorie, ce sont les épendymocytes des plexus choroïdes, qui sont cubiques, avec un pôle apical qui n'est plus cilié, mais qui comporte de très nombreuses microvillosités, donc qui réalisent une sorte de bordure en brosse. Cytoplasme riche en organites, en vésicules, donc ce sont des cellules qui sont actives, et ce sont des cellules qui ont comme rôle principal l'élaboration des différents constituants du liquide céphalorachidien, et donc la sécrétion, l'élaboration de ce liquide céphalorachidien. Donc ces deux autres catégories de cellules gliales du système nerveux central, on les voit ici, l'oligodendrocyte et la cellule microgliale, ou cellule de la microglie. On observe ici la myélinisation de plusieurs axones par un oligodendrocyte.
Donc formation de la gaine de myéline dans le système nerveux central par l'oligodendrocyte. Vous voyez, celui-ci il a été représenté avec 3 prolongements, et chacun de ces prolongements va myéliniser un axone, et cette myélinisation se fait de façon semblable à celle de la fibre périphérique par la cellule de Schwann. On observe ici l'axone central et les différentes couches constitutives de la gaine de myéline qui ici sont des enroulements d'un prolongement de l'oligodendrocyte. Image du plexus choroïde et des cellules épendymères. À droite, donc on voit le plexus choroïde qui est en fait un assemblage de tissus conjonctifs formant des sortes de papilles et papilles recouvertes par un pseudo-épithélium fait donc des cellules épendymères particulières que l'on voit sur le dessin de gauche. Donc on observe au centre de cette expansion l'axe conjonctivo-vasculaire et tout autour donc l'épithélium avec des cellules qui sont essentiellement recouvertes de microvillosités au niveau de leur pôle apical, donc des cellules cubiques, des cellules d'activité sécrétrice importante. Il peut rester quelques cils, comme il y en avait sur les épendymocytes habituels, mais les cils sont rares et donc c'est essentiellement une surface faite de microvillosités. Un autre aspect du plexus choroïde, donc on voit tout à fait en haut le positionnement dans les ventricules de ces plexus choroïdes, la formation macroscopique et l'aspect microscopique, donc avec les différentes cellules qui forment cette espèce d'épithélium, donc les cellules pratiquement cubiques, où l'on voit les microvillosités qui vont se positionner au niveau du pôle apical. Pour terminer les cellules névrogliques, il faut signaler les cellules qui existent au niveau de la périphérie, donc de la névroglie périphérique. Et là, il y a 2 catégories de cellules, les cellules de Schwann et les cellules satellites. Donc ces cellules de Schwann, on en a déjà parlé, ce sont elles qui forment les gaines de myéline des nerfs périphériques. Elles ont un noyau ovalaire aplati, situé dans une zone qui est quasiment à l'extérieur de la gaine de myéline. Et on retrouve à ce niveau, à côté du noyau, un petit appareil de Golgi, un petit peu de réticulum endoplasmique granuleux, quelques lysosomes, et des filaments intermédiaires constitués de GFAP. Il y a de nombreuses vésicules périphériques, ces cellules sécrètent des substances qui influencent la phosphorylation des neurofilaments axonaux, qui influencent aussi le transport axonal. Elles dirigent en quelque sorte aussi la croissance de l'axone. Et puis il y a des cellules satellites qui entourent le péricardium des neurones des ganglions cérébrospinaux, qui sont riches en vésicules de pinocytose et donc que l'on pense impliqués au niveau des processus d'échange et de sécrétion des cellules des neurones.